Alors voilà, c'est le coup d'envoi de la deuxième période et les rouges s'emparent du ballon et ils essayent de percer, mais c'est pas facile. Alors il y a le demi d'ouverture. Alors le demi d'ouverture, des fois, ils sont en peine parce que le demi de mêlée leur a fait une mauvaise passe. Ça arrive des fois. Et donc ils essaient de s'infiltrer comme ça, mais ils n'y arrivent pas. Faute, siffle l'arbitre. En 1962, à Jérusalem, c'est le procès du nazi Eichmann. Et à cette occasion, Hannah Arendt, philosophe, se rend à Jérusalem pour assister à ce procès. Et elle va faire la description de cet homme, Eichmann, comme d'un homme ordinaire. Et ça va surprendre tout le monde. Elle va faire la description d'un homme qui ne déteste même pas les juifs, qui n'est même pas antisémite, qui est juste un fonctionnaire zélé qui ne faisait finalement que son boulot. Elle va en tirer un concept essentiel de mon point de vue, le concept de banalité du mal qu'elle va écrire dans Eichmann à Jérusalem. Sur sa théorie sur le mal ne consiste pas à dire que l'homme est mauvais par nature. Ça ne consiste pas non plus à parler du mal version religieuse. Non. Quand elle parle de la banalité du mal, voici ce qu'elle écrit. Eichmann n'était pas stupide. C'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Et si cela est banal, si avec la meilleure volonté du monde, on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque, on ne dit pas pour autant, loin de là, que cela est ordinaire. Dans son dernier ouvrage, inachevé en 1978, qui s'appelle « La vie de l'esprit », elle ajoutait « Le problème du bien et du mal, la faculté de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, serait-il en rapport avec notre faculté de penser ?» Penser et la banalité du mal. Quand j'étais prof, parce que j'ai été prof, j'ai moi aussi été évalué, figurez-vous. Alors, dans l'éducation nationale, on appelle ça une inspection. C'est étrange comme mot quand même. Une inspection, ça rappelle un peu l'armée. Allez savoir pourquoi. Donc j'ai été inspecté et cette inspection s'est soldée par une baisse de ma note pédagogique de 6 points. Alors, quand on ne connaît pas l'éducation nationale, on ne se rend pas bien compte. Juste, on est noté, on a 2 notes en général. On a toujours 2 notes. Une note administrative. Alors là, la note administrative, moi je l'aime bien, c'est tous les ans. Alors il y a l'assiduité, ponctualité, il y a activité et... Attends, justement, mais ne m'enlève pas mes effets. Activité et efficacité. Alors déjà, efficacité, c'est pas évident à mesurer, mais surtout, il y a rayonnement. Alors ça, la note de rayonnement, si vous voulez... Voilà, est-ce que... Je ne sais pas comment on peut le faire, le poirier peut-être. Rayonnement, quoi, rayonnement. Donc la note administrative, c'est en général bidon, on vous met toujours... plus 0,01, enfin rien, quoi. Et puis la note pédagogique est la note la plus importante, et là c'est l'inspecteur qui arrive. En général, vous êtes averti quelques jours avant, une semaine avant dans le meilleur des cas, et vous allez faire dans ces cas-là le cours le plus pour l'inspecteur de votre vie. Parce que vous faites un cours spécial pour inspecteur juste pour 1 heure. Après, vous faites les cours normaux, quoi, comme vous faites votre cours, quoi, comme vous êtes en réalité. Et donc lui, il est venu. Mais bon, ça ne s'est pas bien passé. Alors, 6 points en moins sur la note pédagogique. Vous expliquez
On ne baisse quasiment jamais la note d'un prof, hein, jamais. Sauf s'il a torturé un élève jusqu'à son extinction finale dans une souffrance terrible. D'accord, là on va peut-être baisser. Mais moi non, je n'avais pas torturé, hein, je promets. Ma seule faute, en fait, c'était que j'intervenais à mi-temps à l'IUFM. Alors, c'était à l'époque, ça s'appelait l'IUFM, l'Institut Formation des Maîtres, l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres, où on formait les futurs profs. Donc, moi, j'étais là-bas pour préparer des coiffeurs et des coiffeuses qui se destinaient au professorat de coiffure, justement. Ils avaient quitté leur boulot et ils avaient un an pour passer du niveau CAP ou brevet professionnel, dans le meilleur des cas, au niveau Bac+3, Bac+4. Inutile de vous dire qu'en un an, faire ce grand écart, ce n'est pas facile. Mais ils y arrivaient. Pas tous, évidemment, mais beaucoup y arrivaient, enfin beaucoup. Certains y arrivaient, et c'était un boulot passionnant parce que justement, ça avait du sens, quoi. C'était des gens d'une quarantaine d'années qui avaient tout lâché. Et donc, ce mi-temps que je faisais à l'IUFM, pour moi, c'était important. Et pas de bol. Systématiquement, les réunions avec mon inspecteur ou mon proviseur, ça tombait les jours où j'étais à l'IUFM. Alors, j'y allais pas, aux réunions. Alors en plus, j'avais un autre défaut, alors donc forcément, j'étais pas très aimé, quoi. Enfin, pas. Et puis je leur disais que je m'en fous. Non, je leur disais aussi, oui. Mais aussi, j'étais un peu pas très doué en TIC. Alors j'étais embêté parce que on m'envoyait par TIC, et puis avec les NTIC, c'est pas mon truc, quoi, vous voyez. Non, vous en avez des NTIC dans votre poche là, qui vibrent, qui sonnent, on vous a dit les arrêter. Vous savez, c'est ce truc qu'on vous donne quand vous rentrez dans une entreprise, on vous dit, vous inquiétez pas, si tu te perds, t'es géolocalisé. Ah oui, c'est sympa. Ou bien on vous donne un autre NTIC, on vous dit, tiens, tu prends l'ordinateur portable, comme ça, quand à 18h, tu as terminé ton boulot, tu peux partir chez toi et faire tes devoirs. Ah, merci. Et puis dans les NTIC, on a aussi, vous savez, les mails. Alors là, les mails, c'est génial, parce que quand vous rentrez à la maison, vous avez urgent, TTU. TTU, c'est très, très urgent. Hein. Prioritaire, déterminant. Oh, enfin bref. Allez, démerde-toi avec ça. Donc moi, pendant 15 ans de bons et loyaux services dans l'éducation nationale, je n'ai jamais, mais jamais, ouvert ma boîte mail académique. Donc je ne recevais pas les messages importants, quoi. En même temps, je n'avais pas suivi la formation ouverture de boîte mail académique. Hein. Bon, ça n'existait pas, mais c'est pas de ma faute. Hein. Non, j'y peux rien. Donc je ne recevais pas et j'étais pas emmerdé au moins. Donc, du coup, je n'avais pas les informations pour les réunions déterminantes pour la pédagogie de mes élèves. Et donc il se passait un truc extraordinaire qui ne se passe plus. Hein. Je sais que c'est dépassé tout ça. Une méthode ancestrale, pareil, hein, l'homme des cavernes. Le proviseur faisait quelque chose d'incroyable. J'ose à peine vous le dire, tellement ça me sidère. Il ouvrait la porte de son bureau. Il s'équipait de ses membres inférieurs et se dirigeait vers la salle des profs, là où je me trouvais. Et il s'adressait à moi en vrai, pour m'informer de la réunion à laquelle je n'assisterai pas de toute manière. Les NTIC, j'adore. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un truc quand même qui nous fout bien la merde, hein, quand même. Enfin bref, je vais enlever ça parce que bon, c'est bon, on l'a vu. Et donc, voilà, donc j'étais pas bien vu, donc il est venu, il a vu 1 heure de mes cours, c'était pas bon, hein, forcément. Et donc j'ai été sanctionné, j'ai perdu 6 points, machin. Bon, ça c'est une chose. Mais surtout, il y a un rapport qui vient après. Alors non seulement on vous enlève 6 points, alors ce qui veut dire quand même que vous perdez du pognon, hein, mine de rien, hein, quand on vous enlève 6 points, puisque vous rétrogradez. Alors ça fait pas plaisir. Mais en plus, il vous gratifie d'un rapport. Et alors le rapport, il disait en substance que franchement le boulot que je faisais avec les élèves, M. Abramowski, le boulot que vous faites avec vos élèves, ça sert à rien, quoi. Vous êtes inutile.
Ah, ça fait plaisir. Et puis, c'est pas professionnel. Votre manière de vous asseoir sur la table, de vous appuyer sur l'épaule des élèves, d'avoir ce ton familier avec eux. Monsieur Abramowski, les élèves doivent faire leur métier d'élève. Et vous devez appliquer les règles de vos pairs, hein, de ce qu'on vous a enseigné. Vous n'êtes après tout qu'un agent d'exécution de l'État. Alors là, il me l'avait déjà sorti, ce type-là, le coup de l'agent d'exécution de l'État, et je lui ai rappelé qu'en 1942, en juillet 1942, il y avait eu aussi beaucoup d'agents d'exécution de l'État qui avaient envoyé beaucoup de personnes au Vel-d'Hiv voir un spectacle au vélo d'hiver. Il n'a pas aimé. Et puis surtout, il me disait un truc dans son rapport, enfin, pas en ces mots-là, évidemment, mais ça voulait dire ça. Il me disait que je faisais un travail de merde. Et faisant un travail de merde, j'étais moi-même une merde. Alors ça m'a pas fait rire. Ça m'a pas fait rire du tout, et ça m'a même, pour vous dire, fait beaucoup de mal. Je me suis pas senti du tout bien. Alors je suis allé relire Christophe Dejour. Souffrance en France, notamment. Christophe Dejour, qui est psychiatre, psychanalyste, professeur au CNAM à Paris, et qui est un éminent spécialiste de la question de la souffrance au travail, notamment, et qui vient de sortir là, un bouquin sur cette question-là le mois dernier. Donc Christophe Dejour, je suis allé relire son bouquin « Souffrance en France », et notamment son approche sur la question de la reconnaissance. Et Christophe Dejour explique que pour être bien dans son travail, on a besoin, chacun d'entre nous, de s'entendre dire « Le travail que vous faites est utile. C'est un travail de professionnel et ça vous ressemble. » Et ça, c'est essentiel, parce que c'est le jugement d'utilité et le jugement de beauté. On a besoin que ça nous ressemble, le travail que l'on fait. Parce que dans notre travail, on construit aussi notre identité, tous les jours. Notre identité, elle n'est pas acquise une bonne fois pour toutes, elle se construit progressivement. Et elle se construit notamment dans le travail. Et quand on détruit cette construction identitaire dans le travail, quand on ne nous reconnaît pas, dans ces cas-là, on saborde également les fondements de notre santé mentale. Et c'est là que commence la souffrance au travail, le burn-out et parfois le suicide. Alors je me suis demandé, mais est-ce que ce type-là était un salaud ? Pas forcément. Ou en tout cas, c'est pas si simple. Peut-être qu'on a peut-être affaire plutôt à un processus de banalisation du mal. La banalité du mal. C'est Christophe Dejour qui parle du processus de banalisation du mal en s'appuyant sur la thèse d'Hannah Arendt sur la banalité du mal. Et il fait ce lien entre le monde du travail et le totalitarisme nazi. Il fait ce parallèle parce qu'il dit que Eichmann était un normopathe. Un type normal, ou presque, qui était presque normal et qui avait en tout cas des relations humaines positives avec son environnement proche, avec ses amis, sa famille, mais qui appliquait une rationalité totalement froide et capable d'aller n'importe où. Tout ce qui pouvait justifier le mal, il le justifiait dès l'instant que c'était loin. C'est pour ça qu'il a pu envoyer autant de juifs dans les chambres à gaz. Donc, c'est quoi ce processus de banalisation du mal ? Christophe Dejour explique que le monde du travail est normopathique. C'est-à-dire que dans le monde du travail, progressivement, on a quitté les stratégies défensives collectives que l'on avait pour se protéger de la difficulté du travail. On avait des collectifs de travail et on se protégeait parce qu'ensemble, on faisait union, on faisait collectif et on pouvait se débrouiller ensemble. Progressivement, on a individualisé tous les postes de travail. On a segmenté le travail. On a fait des évaluations individuelles des performances. On a individualisé. Et donc, à partir de là, chacun doit se démerder avec la dureté, avec sa peur. Et donc, du coup, chacun met en place des stratégies individuelles de défense. Et ces stratégies, elles permettent de justifier n'importe quelle saloperie qu'on va faire à son collègue, à son subalterne.
Pas parce qu'on est un salaud, mais parce qu'on est pris dans un processus dans lequel on n'a plus le choix. Eh bien oui, parce qu'on nous a inculqué que finalement, c'était comme ça. On n'avait pas le choix. C'était une guerre économique et qu'il fallait éliminer les plus faibles pour que les autres puissent exister. C'est une guerre économique, comprenez-le bien. Et la productivité, elle n'est pas suffisante. Il faut gagner en productivité. La compétitivité, ça ne marche pas. Et puis le coût du travail, quand même. Donc du coup, il faut éliminer les plus faibles. Et donc on va faire les pires vacheries à tout le monde. Margaret Thatcher disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors au rugby, on a évidemment des... Vous savez, c'est un sport un peu viril. Alors parfois, il y a quelques bourre-pifs, quelques prunelles qui partent comme ça. De temps en temps, un mec à terre, un petit coup de crampon sur son dos, c'est pas bien méchant, sur ses jambes. Mais jamais au rugby, on balance un coup de pompe dans la tête d'un mec qui est au sol. Parce qu'il y a quand même certaines règles qu'on ne dépasse pas. Après cette inspection, la peur m'a quitté et je me suis mis en résistance. Je suis allé voir les syndicats, j'ai dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ils m'ont dit, écris un rapport, un contre-rapport, point par point, pour t'opposer. Et j'ai écrit mon rapport et je l'ai envoyé au ministère, sans passer par la voie hiérarchique, je ne suis pas fou non plus. Et 3 mois plus tard, le même inspecteur est revenu me réinspecter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et là, figurez-vous, il m'a gratifié d'une note de +7. En 3 mois, j'étais passé du plus médiocre des enseignants de France au prof le plus brillant de France. C'était extraordinaire quand même. Tout ça pour ça, j'avais gagné 1 point. Mais j'avais surtout résisté à un système de domination, d'évaluation qui n'a, à mon sens, aucun sens, justement. Et je l'avais fait grâce aussi à un collectif qui était le collectif syndical, pas forcément mes collègues de travail, parce que chacun a peur de son côté. Mon pote Francis se dit toujours, il est urgent de se remettre à penser, car l'absence de pensée ouvre alors la porte à un nouveau totalitarisme.